Que Samim a levé la main. Alors, merci beaucoup pour cet exposé magnifique, hein, vraiment, chaque fois, je découvre des choses sur la Turquie, sur l'Empire ottoman. Bravo Didier, c'était vraiment passionnant, passionnant. Alors, deux petits éléments de réponse à la question en question que tu viens de poser. Premièrement, l'état délabré de ces immeubles du quartier de Pera, pas seulement du quartier de Pera d'ailleurs, dans le vieux Istanbul, autrement dit dans les arrières-rues de Sultan Ahmed par exemple, il y a encore le Kağıthane par exemple, il y a encore de très beaux immeubles du 19e siècle, généralement en pierre ou le mélange de pierre et du bois, qui sont en très mauvais état. Il y a une des explications, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs bien entendu, c'est le conflit de propriété de ces bâtiments. Il y a, surtout depuis les années 1970, un grand conflit pour savoir à qui appartiennent ces bâtiments-là et donc pour entrer dans un processus de restauration ou de démolition ou de reconstruction. Comme vous le savez certainement, il y a la fameuse déclaration de 1936 en Turquie, où l'État a demandé à l'ensemble des fondations pieuses, notamment des fondations pieuses non musulmanes, donc grecques, arméniennes, juives, levantines, catholiques, protestantes, de faire l'inventaire de leurs biens. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'État turc, le nouvel État turc, a considéré ceci comme un vakfiye, autrement dit comme les statuts de ces fondations pieuses. Après 1974, après donc le conflit chypriote, donc après 40-50 ans, l'État turc a utilisé la déclaration de 1936 pour se venger et pour mettre la pression sur ces fondations pieuses non musulmanes, notamment grecques, mais pas seulement grecques, en déclarant que l'ensemble des biens acquis entre 1936 et cette date-là, si on est en 80, c'est 80, si on est en 90, c'est 90, sont acquis, sont mal acquis, n'appartiennent pas à ces fondations pieuses. Donc, à récupérer ces biens-là, les a distribués à des kayyums. Le mot kayyum est très utilisé aujourd'hui pour les municipalités kurdes, mais en réalité était déjà utilisé dans les années 80 et 90, autrement dit, qui allait gérer au nom de l'État tous ces bâtiments-là, notamment pour les locations. Donc du coup, ces bâtiments-là ont été complètement laissés à l'abandon. Impossible de les restaurer, impossible de les démolir ou de les reconstruire, mais sous la gestion d'un certain nombre de monopoles de Cayoum, ce sont des avocats en général, hein, qui géraient ces bâtiments au nom de l'État turc. À partir de la fin des années 90, avec la libéralisation des droits des minorités en Turquie, relative bien entendu, il y a eu plusieurs séries de procès intentés par notamment les associations grecques, arméniennes et en partie aussi juives, marginalement juives également, pour pouvoir récupérer ces biens et les inscrire sur la liste des biens des fondations pieuses. Eh bien, ce retour a été très partiel. Il y a encore, aujourd'hui, là, on discutait avec un collègue il y a quelques semaines, des centaines et des centaines de bâtiments, de maisons, voilà, de bâtiments publics en pierre, dont la propriété n'est toujours pas établie. Donc, du coup, impossibilité de restaurer, impossibilité de démolir ou de reconstruire. Je ne sais pas le cas spécifique que Didier l'a montré, mais il est fort probable qu'il y ait un conflit de propriété sur ce genre de bâtiment, sur ce bâtiment aussi. À propos du néo-ottomanisme, c'est vrai, Stéphane a raison, le néo-ottomanisme de l'État turc est un néo-ottomanisme sélectif, c'est vrai, donc sélectif pour la période et sélectif sur les aspects de ce néo-ottomanisme, mais en réalité, ceux qui sont dans une démarche néo-ottomaniste n'est pas uniquement l'État turc. Quand je pense à toutes les minorités très actives en Turquie, notamment des Grecs et des Arméniens, sont dans une démarche néo-ottomaniste et récupèrent l'histoire pour une sorte de lutte de légitimation d'existence dans l'État turc actuel. Autrement dit, il y a eu plusieurs expositions, plusieurs livres sur les architectes arméniens, par exemple, sur le Balian, par exemple, sur les architectes grecs, par exemple, en Turquie, de la même période, hein, de la deuxième moitié du 19e siècle
et marginalement du début du XXe siècle. Or, et ça c'est un regret, et là j'ai essayé de travailler un tout petit peu, commencer à travailler un tout petit peu sur les communautés lévantines en Turquie. Les communautés lévantines, pour des questions sociologiques et historiques, ne sont pas dans une démarche de légitimation, ne sont pas dans une démarche de la recherche de légitimation du XIXe siècle, donc n'ont pas encore atteint, si j'ose dire, cette maturité de la redécouverte de l'héritage levantin. Il y a une société à Londres, basée à Londres, Levantan Heritage Society, qui essaye de faire ce genre de choses, mais encore très balbutiant. Et donc, on peut espérer que dans les années, dans les décennies à venir, cet héritage va être redécouvert également. Voilà. Merci beaucoup encore pour m'avoir invité et pour avoir associé notre département à cette manifestation. Ben, ça s'imposait, c'était clair. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Euh, Paul Dumont, vous nous avez rejoint? Je ne sais pas s'il est là. Bien, ben, en attendant qu'éventuellement M. Dumont se manifeste, si quelqu'un souhaite prendre la parole, elle lui sera donnée. N'hésitez pas à intervenir, que ce soit sur Istanbul, sur l'Italie ou sur les allers-retours entre les deux. Oui, j'avais promis à un des participants à la visioconférence que je parlerai de Dario Moreno. Il faut absolument toujours en parler et préparer le centenaire le centième anniversaire de sa naissance, hein. Il était né en 1921. Donc il nous reste quelques mois pour faire quelque chose sur Dario Moreno, on l'espère en présence et à distance aussi, hein. C'était une promesse, c'était un projet qui date depuis un certain moment parce qu'on l'a fait, c'est quand même en présentiel lors d'un Oui, automne aux couleurs de Turquie et ça restait un peu, comment dire, le goût dans le palais, donc il fallait continuer. Et surtout, je dirais que présentiel, c'est autre chose, mais effectivement, ce genre de virtuel, c'est intéressant aussi parce que nous passons notre temps dans des recherches et à un moment donné, on pense à Moreno et puis on peut tomber sur ce qu'on a fait déjà merveilleusement. Donc, c'est à faire. Je suis, oui, comme tu le sais, je suis preneur. Il faut qu'on fasse ça alors avant la fin de l'année. oui, oui, tout à fait. Et les collègues du département d'études turques de Strasbourg sont partants pour qu'on parle de Dario Moreno. Oui, ça a l'air de les convaincre, ça, ça va. Alors, je disais, Dario Moreno, ce célèbre chanteur mexicain, c'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, il faut peut-être préciser hein, qu'il est né à côté d'Izmir et qu'il est mort à l'aéroport d'Istanbul en 1968.